à la Code Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause à tous les jeudis soirs pour parler de l'action et des événements qui se sont passés dans le monde du e-sport québécois. Et cette semaine, encore une fois, on est de retour. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou les sujets que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. Et interagissez dans le chat aussi. On va essayer justement de prendre vos commentaires et vos questions. Et comme vous le savez déjà, une des questions qui sera posée, on va la rediffuser sur les médias sociaux d'Able Esports et on veut vous entendre. C'est le but du podcast, de jaser de notre scène. Donc, s'il vous plaît, interagissez et on veut vos opinions aussi. Ce soir, encore une fois, je suis de retour, Mille, donc VP développement des affaires et cofondateur chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Avec moi, Buzz ou Roméo Girard, graphiste et motion designer chez Luminosity et anciennement, comme qu'on va le mentionner bientôt, chef créatif chez Victorem. Babinski, de retour aussi, fondateur de Mirage, que tout le monde connaît, et Zopix aussi de retour, fondateur de Vexo. Donc, un bon line-up ce soir pour des sujets assez intéressants, comme à chaque semaine, mais certains ce soir encore plus que d'habitude. Donc, on va s'y lancer, monsieur, parce que j'ose croire encore une fois qu'on va avoir des choses à dire. Donc, le premier sujet ce soir, c'est que Victorem ferme ses portes. Nous avons parlé de Victorem à plusieurs reprises dans les dernières semaines, notamment en lien avec l'arrivée et le départ de leur PDG, Tienne Lemine, qui a duré moins de 2 mois en poste. Cette semaine, nous apprenons que l'organisation ferme ses portes après 2 années d'opération. Nova, la fondatrice de Victorem, qui était anciennement connue sous le nom de Crystal Drip Gaming, nous donne un peu plus d'informations quant à la situation dans un tweet longer. Donc, ayant lancé Victorem à l'âge de 15 ans, elle quitte maintenant la scène e-sportive, du moins selon son tweet longer. On le sait probablement tous déjà, mais Nova a pris la grosse part des responsabilités chez Victorem depuis ces 2 ans, à la fois en termes de gestion et de finances. Elle nous annonce qu'à cause de ses problèmes de santé et son manque de finances, la gestion de l'organisation est devenue un poids sur ses épaules depuis maintenant 1 an et qu'elle ne s'amusait plus, ni n'avait pas le temps qu'elle aurait voulu consacrer au projet. Bref, sa motivation n'y était plus. Elle va maintenant se concentrer sur sa santé et prendre du recul de la scène. Bon, après l'annonce, plusieurs gens sont venus la féliciter justement sur Twitter pour ce qu'elle avait accompli et lui ont dit de certainement pas voir ça comme un échec. D'autres ont spéculé, probablement avec raison selon moi, que l'histoire avec l'arrivée et le départ quand même abrupt de Tienne c'est venu mettre comme le dernier clou dans cette histoire. Selon les dires, Tienne aurait signé un contrat de 2 ans avec Victorem, mais je ne veux pas trop spéculer, mais avec des promesses de financement, mais n'aurait au final duré que 2 mois, dû à un manque de temps pour le projet, ce qu'on a déjà discuté sur le podcast. On se souviendra que l'arrivée de Tienne avait eu aussi comme résultat de rompre la fusion relativement récente entre Victorem et Phantom GG, une structure américaine, puis je pense laquelle fusion, si j'ai bien compris, est en majeure partie motivée par l'appui financier qu'apporterait Phantom à Nova ou Victorem. Bref, toujours dommage, selon moi, de voir fermer une structure e-sportive québécoise, mais je trouve quand même très impressionnant ce que Nova a pu construire avec Victorem, et je suis certain du côté... moi, je suis du côté de ceux qui ont dit bravo et de garder la tête haute. Fait que, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Peut-être Roméo ou Buzz, tu pourrais nous éclaircir un peu vu ton rôle en tant que chef créatif chez Victorem avant la fermeture. Je vous laisse. Ouais. En gros, ça a eu lieu quand? C'était quand? C'était lundi dernier, je crois, donc vraiment au tout début de semaine. Heu, alors oui, c'est ça. Donc moi, j'étais directeur artistique, et en fait, on avait eu des comment dire? Des attentes, enfin, comment dire? Des indices, voilà, sur cette fermeture. En fait, c'est arrivé quand même assez vite. Tout est arrivé plus ou moins lundi à ce que je sache. Je pense que c'est quelque chose qui travaillait, Nova depuis quelque temps vu qu'elle avait déjà eu des elle avait eu des problèmes de santé et cetera, et elle commençait aussi à avoir, au niveau mental aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui travaillait pas mal, Nova sur ce point de vue-là, et du coup, en fait, tout lundi, en l'espace de je pense un bon, 3-4 heures là, c'était plié, on va dire ça comme ça. C'est sûr que c'est un peu dommage, j'en avais déjà, enfin, je le voyais venir un peu parce que plus tôt dans la journée,
lundi dernier, j'avais cru comprendre qu'il y avait déjà des problèmes, niveau financement et tout. Donc pour payer des équipes et tout et je pense qu'il y a certaines équipes qui commençaient à partir et tout. Donc sûrement pas mal d'effondrement et je pense que c'est un peu ce qui est venu, je pense que c'est un peu ce qui est venu, finir, et sceller le sort de l'orgue, dans le sens où, bah, ça sans financement avec, le fait qu'elle commençait à être vraiment stressée tout le temps et tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a terminé et qu'elle a pris la décision de fermer ça. Ça aurait pu être fait sûrement d'une meilleure manière, mais en tout cas, niveau communication plus qu'autre chose. Mais bon, c'est ce que c'est et c'est ça. Je pense que c'était surtout un peu, j'allais dire un peu inévitable, non, mais yeah, je le voyais venir depuis quelque temps là. Je sais pas ce que j'en pensais. Ben, Zopix, avez-vous des réactions, des commentaires à la fermeture de Victorem? Quand même une des organisations, je veux pas dire la plus grosse, mais qui était dans le mix des orgs qu'on discutait tout le temps. Mmh. Euh, Moi, personnellement, pour avoir parlé à Nova quand Tien a quitté et quand tu sais, elle a pris la décision de fermer Victorem, et je pense que vu sa situation actuelle, c'est quelque chose qui est tu sais, genre respectable. Je pense pas que c'est quelque chose que les gens ils doivent. Si j'ai vu du monde niaiser là-dessus et tout, je pense pas que c'est un sujet nécessairement genre approprié pour niaiser là-dessus. Tu sais, c'est quand même un projet qu'elle a mis énormément de temps dedans. Je pense que je suis plutôt de ton avis, Mille, en termes de ben, tu sais, genre de la féliciter. Puis genre, c'est quand même un gros projet qu'elle a créé. De mon point de vue, oui, c'est malheureux, tu sais, parce que genre, ça reste un projet qui ferme. Mais je pense que c'est la meilleure chose pour elle, en fin de compte. Fait que j'espère juste qu'elle va pouvoir mieux aller prochainement, puis qu'elle puisse créer d'autres projets ou peut-être se réinvestir dans l'e-sport plus tard. À voir, je pense que Nova, c'est pas du genre à quitter la scène. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle réserve pour le futur quand elle va aller mieux. Mmh. Ouais, ça semble être. Ben, c'est définitivement pour elle, c'est une très belle expérience. Pas beaucoup de gens qui ont une expérience d'entrepreneuriat, on peut dire ça comme ça, à un si jeune âge. Donc, définitivement, ça a beaucoup de valeur. Euh, Moi, le seul élément que j'étais peut-être moins sûr, il y a comme deux éléments où j'ai accroché peut-être là, dans son message, mais c'est correct, tu sais, c'est de l'expérience. C'est au niveau de manque de finances. Pour toutes les personnes qui voudraient se partir une organisation de sport électronique, comme il y a plein de moyens sans avoir accès à du financement pour évoluer. Euh, pour moi, Victor M avait tous les bons pions, on peut dire ça, là, tous les bons éléments pour avoir du succès. Puis je pense aussi, c'est de faire confiance aux gens qui nous entourent. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui étaient chez Victor M qui auraient pu prendre la relève en attendant qu'elle puisse revenir. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé où j'avais besoin d'un break, puis j'avais des gens autour de moi qui pouvaient m'aider à prendre la relève. Fait que je suis persuadé que ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être fait. Mais après, comme je dis, c'est de l'expérience, puis peut-être à refaire, probablement qu'il y aura des choses qu'elle aurait voulu faire différemment, on va dire. Mmh. Ouais, je pense que, moi, c'est ce que j'avais dit aussi là. J'avais dit que de toute façon, c'était, surtout la santé avant tout là. Si elle voyait que ça s'en est pas bien et tout, ça servait à rien de continuer et d'aggraver la situation. C'est sûr que je pense que niveau, contenu et tout, ça aurait peut-être été plus envisageable et plus r comment dire? Moins coûteux sur le long terme. Mais après je pense que le contenu après je sais pas ce qu'elle pense elle, mais je pense d'un point de vue un peu extérieur, je pense que, c'était pas quelque chose qui l'a motivée plus que ça non plus là. Elle était plus, en tout cas quand je voyais Tienne et Nova, ensemble et tout dans l'org, je voyais vraiment qui poussait pour le contenu et qui poussait plus pour l'e-sports. Donc sûrement qu'elle a pas voulu plus plonger dans ce domaine-là parce que, bah, c'était pas ce qui la passionnait tout court et ce que je comprends complètement. Mais en effet, je sais qu'un des points qu'elle nous avait expliqué et tout, aux admins, c'était que c'est ça, elle avait trop de charge de travail. Il y aurait sûrement pu avoir quelqu'un qui puisse, prendre cette charge de travail à sa place,
Mais apparemment, on a essayé d'explorer la piste pour la remplacer, mais le choix était déjà fait. Donc, c'était un peu. La spirale était lancée, donc c'est ça. C'est un peu dommage de ce côté-là, mais bon, c'est ça. Ouais, je pense qu'Yannick Babin, il en parle bien. C'est une question d'expérience, fait que c'est une super belle expérience pour Nova, surtout à sûr. cet âge-là, entre 15 et 17 ans, avoir une expérience de lancer quand même une entreprise, de gérer des gens, des équipes, du média sociaux, parler publiquement, avoir des partenaires. Mine de rien, Red Bull était avec Victor M. Mais je suis aussi de l'avis que je pense l'apprentissage qu'elle devrait tirer plus loin que ce qu'elle a déjà fait, puis c'est une discussion que j'ai eue avec elle quand Yann était encore chez Victor M, c'est apprendre à mieux gérer. Puis mieux gérer, ça veut pas dire être dans tous les projets. Justement, ça veut dire le contraire, c'est en prendre moins, mettre moins de pression sur ses épaules, mettre moins de stress sur ses épaules. Victor M allait bien. Nova, très franchement, elle aurait pu prendre, comme Yannick dit, 1-2 mois de off, puis je pense pas que ça l'aurait changé grand-chose si elle délaissait un peu son rôle, mais j'ai l'impression qu'elle était beaucoup dans tous les projets. Elle choisissait les joueurs, elle voulait les rosters, elle était « OK, c'est quoi mon rebrand? C'est quoi le logo? Non, j'aime pas cette couleur-là. » Fait que quand t'es trop dans les détails, puis elle était très bien entourée, surtout du côté contenu. Buzz, on pense à toi, très bon en graphisme, on pense à Danta, super bon en montage vidéo, on passe à Rilessa, qui était côté management, qui est très bonne. Blue était dans l'équipe de contenu aussi. L'équipe, le côté sportif, volet sportif, oui, fine, il y a peut-être du financement à donner si tu veux payer les ligues et les tournois à tes joueurs, mais il y a une façon de le faire sans aussi. Tu dis, écoute, guys, moi, je vous offre des Red Bull, je vous offre le fait de jouer sous notre bannière. Vous n'avez aucune obligation envers Victor M, mis à part le fait de OK, on va essayer de faire de quoi ensemble. Puis je suis sûr que tu peux aller trouver une équipe de ESA Open québécoise qui vont être partants de faire ça pour une caisse de Red Bull, right? Fait que je pense, c'est ça, il y a un apprentissage de gestion éventuel à faire. Puis je pense que c'est le message à tous, avant qu'on se rende à une étape où est-ce que c'est vraiment une business, c'est votre job, il faut que ça demeure le fun. Puis c'est ce qu'elle a dit dans son tweet longer. C'était plus le fun, c'était trop de pression, c'était trop de poids sur les épaules. Fait que essayez, mon message à vous, c'est essayer que ça reste le fun. Puis souvent, ce qu'il faut faire pour faire ça, c'est de se décharger de ce stress-là qu'on se met nous-mêmes. Il n'y a personne de l'externe qui va blâmer Nova parce que Victor M, pendant 3 semaines, il n'y a rien eu sur les socials. Tu te mets beaucoup de stress sur toi-même parce que toi-même, tu veux la barre très, très haute. Tandis que c'est pas nécessairement toujours... Ça doit pas toujours être le cas. Mais bref, c'est dommage. Mais connaissant Nova, je pense qu'on va la revoir. Ou j'ai l'impression qu'on va la revoir dans la scène. Là. Elle a quand même une passion pour le e-sport puis pour le gaming. Donc, j'espère qu'on va la revoir dans d'autres projets. Ouais, ce serait bien. D'autres réactions, commentaires avant de passer à l'organisation de M. Zopix? Bonjour. Non? OK. Le prochain sujet, justement, c'est Vexo, en parlant de CSGO, qui relâche leur équipe de CSGO québécoise. Donc, je vais le mettre à l'écran. Comme vous le savez déjà, si vous écoutez ce podcast de façon religieuse, Vexo est une organisation sportive québécoise qui opérait depuis quelque temps avec 2 rosters de CSGO, compétitionnant en ESEA, donc la ligue de CS la plus populaire, soit un roster américain et un roster québécois. Le roster québécois, d'ailleurs, finit 4e au LAN ATS. Ils ont perdu contre Able Esports en demi-finale du lower bracket. Puis le roster américain qui compétitionnait dans la division Advanced de ESEA depuis quelques saisons, mais le roster québécois, comme qu'on avait couvert durant ce podcast, s'est qualifié justement cette saison pour la même division Advanced. Donc Vexo s'est trouvé cette saison avec 2 équipes qui compétitionnaient dans la même division. L'équipe québécoise a terminé la saison 28e sur 52 équipes, avec une fiche de 7 victoires et 7 défaites, tandis que l'équipe américaine a terminé 10e avec 10 victoires et 4 défaites et joue ce soir, si je ne me trompe pas, à 21h, dans la 2e ronde du lower bracket des playoffs contre Detonate. Bref, on avait parlé de cette situation au début de la saison, comme quoi qu'avoir 2 équipes dans la même ligue semblait plus ou moins optimal.
Et donc, Kicking, comme vous voyez à l'écran, un des joueurs du roster québécois, nous annonce cette semaine que Vexo aurait relâché l'équipe québécoise, donc préférant garder leur roster américain, qui d'ailleurs a terminé 4e au Philadelphia cette semaine à Chicago. L'équipe québécoise est composée de Binox, Jord, KRL, KDZ et Kicking, les 3 derniers ayant joué même dans certains rosters de Able Esports dans le passé. Ils se cherchent d'ailleurs une organisation en ce moment, donc peut-être l'opportunité d'aller vous trouver une belle équipe québécoise de CSGO pour ceux qui écoutent. Je pense pas d'ailleurs que la décision de se départir du roster ait été annoncée par Vexo officiellement, à moins que je me trompe, puis Zopix, tu me corrigeras. Non, elle a pas été annoncée encore. Exact. Fait que vu que Zopix, t'es là, je sais pas si tu aimerais en parler de cette situation-là, Oui. du thinking derrière la décision que vous avez prise. Fait que le thinking est autant simple que, comme on avait parlé, je pense qu'il y a quelques épisodes, avoir 2 rosters, là, Advance, c'est pas ce qui est optimal pour nous dans la même saison. Il y a plusieurs raisons de la décision derrière d'avoir droppé ce roster-là. C'est certainement pas l'attitude des joueurs, c'est certainement pas leur skill, parce que comme première saison Advance, terminer où est-ce qu'ils ont terminé, c'est excellent. C'est vraiment un bon roster qu'on a eu depuis longtemps. J'ai absolument rien à dire. C'est vraiment ça a été une excellente expérience de A à Z. Simplement en termes de budget, de notre côté, si on n'a pas d'autres revenus que de l'investissement qu'on met, payer les entry fees pour 2 saisons Advance, sachant que c'est pas 2 saisons différentes, Ouais, c'est pas évident. non seulement c'est pas évident, mais c'est pas optimal non plus, là, tu sais. Quand c'était en main, ça marchait mieux. En Advance, tu sais, autant que. Puis encore là, notre but, ça va toujours être de donner la meilleure expérience possible, puis le maximum de ressources qu'on peut donner. On veut, tu sais, il y a la production derrière, il faut payer le caster, il y a les social media, il y a beaucoup de posts à faire. Il y a plein d'aspects à avoir 2 rosters dans la même saison qui jouent qui fait en sorte que ça devenait compliqué. Puis la décision a été simplement prise parce que on pouvait pas leur donner autant de ressources qu'on voudrait leur donner. Il y a d'autres organisations qui auraient les ressources nécessaires pour avoir ce roster-là que nous, on ne pourra pas mettre en ayant 2 rosters en même temps. C'est sûr qu'il y a une petite partie où est-ce que la décision a été faite, parce qu'au final, il a fallu choisir un roster. Là. Malheureusement, c'est la réalité, c'est ça qu'on a dû faire. Je pense que le gros coup où est-ce que ça a changé, c'est les player switch. Il y a eu plus de changements dans un roster que dans l'autre. Ça s'est honnêtement arrêté pas mal là, la décision. C'était pas, comme je dis, l'attitude des joueurs à rien. C'est un excellent roster, ils ont une super bonne attitude. Je pense que n'importe quelle organisation qui pourrait avoir ce roster-là serait comblée, honnêtement. Cool. Mais Buzz, Babin, des réactions? Pas sûr d'avoir compris la raison par rapport à l'équipe québécoise versus l'équipe américaine. Il y avait des changements qui étaient prévus, puis oui, Roster changeait de joueur plus souvent que celui. C'est pas des exactement. C'est pas des changements qui étaient prévus dans le futur, là. C'est des changements à l'interne dans le roster. C'est un roster moins stable. Ouais. Ok. Puis pourquoi avoir choisi une équipe américaine versus une équipe québécoise dans ce cas-là? Je sais que c'est plus de management de ce que tu me dis, mais. Non, mais c'est pas autant. On s'est honnêtement pas basé là, sur la partie québécoise ou américaine. C'était pas un argument dans nos discussions de savoir quelle équipe on gardait. C'est vraiment plus basé sur le mindset, la longévité d'un roster, etc. De notre côté, nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est avoir des rosters qui durent, c'est d'avoir des rosters qui sont avec nous pour le plus longtemps. Genre, on veut des rosters qui restent ensemble, changer des joueurs à chaque tel bout, puis c'est pas ça que les rosters québécois a fait nécessairement. Mais la raison du pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à cette décision-là, c'est simplement parce que il y a un roster qu'on a depuis qui n'a pas changé de joueur depuis 2 saisons, voire 3, puis je pense que c'est pas mal juste ça notre décision s'arrêter là-dessus. Là. Ouais, puis vous êtes pas. Moi, c'est sûr, quand on en a parlé la première fois du double roster, ma recommandation, ma suggestion, ou ce que moi j'aurais fait, ça aurait été de garder le roster québécois juste à cause du rattachement plus proche. Mais c'est sûr que c'est plus l'approche d'Able, c'est pas l'approche de Vexo. Là. Même votre roster Valorant, c'est pas un roster québécois non plus. Fait que, je peux comprendre si ça code mieux avec votre vision des choses. Hein.
Fait qu'un petit roster québécois, un bon roster québécois. Ouais, c'est très bon pour ceux roster qui le cherchent, québécois. c'est le meilleur roster québécois en ce moment, vu que Valors, comme on a mentionné la semaine dernière, ont éclaté. Mais je sais pas si vous avez d'autres réactions ou questions, Buzz, Babin? Ou pas? Non, bah, je trouve ça. Moi, j'aurais trouvé ça logique aussi qu'il drop un des deux rosters là. Je pense que ça aurait été Ouais. compliqué d'en avoir deux là. Ouais. Pour se concentrer plus sur un. Fait que pour tous ceux que ça intéresse, 21h ce soir sur le Twitch, j'imagine, de Vexo, l'équipe CS américaine va jouer dans comme la Detonate. deuxième, comme Detonate. Beaver est dans le chat, il dit CS c'est un dead game, puis je pense que c'est une Oh là là. conversation qu'on a eue souvent. Et peut-être que Babin est un peu du même avis en termes d'avoir une équipe de CSGO, c'est pas toujours optimal non plus, mais bon, 2 c'est encore moins. Donc, le prochain, justement, en parlant de Valors, le prochain sujet, on parle de Valors par l'entremise de Le Vrai Patate qui quitte Valors. Donc, nous avons parlé de Valors à quelques reprises lors des derniers podcasts, surtout quant au sujet de leur focus en tant qu'organisation sur le volet compétitif des e-sports. On l'a vu avec le recrutement de plusieurs rosters récemment et même avec le départ de Poco, duquel on va parler plus tard ce soir, qui a quitté Valors il y a quelques semaines. Et lui était plus focusé sur l'aspect contenu dans l'organisation. Bref, cette semaine, Le Vrai Patate, un créateur de contenu au sein de Valors, nous annonce qu'il quitterait la structure justement pour ces raisons. Et je le cite, « J'ai aussi vu comment Valors s'articulait et le positionnement qu'il souhaitait prendre face au volet création de contenu et e-sports. Le focus est sur le volet compétitif, du moins pour l'instant. Je comprends tout à fait leur vision, mais en tant que créateur de contenu et non joueur, je me suis questionné sur ma situation au sein de l'organisation. » Bon, je tenais à souligner la nouvelle, pas nécessairement pour parler de Le Vrai Patate spécifiquement, bien que sentez-vous bien à l'aise de le faire, mais plutôt pour venir confirmer un peu ce que l'on disait lors de nos derniers podcasts quant au focus de Valors et après, pour peut-être justement lancer une petite discussion sur comment vous voyez ça, le choix de focus entre le compétitif et le contenu / créatif d'une organisation. Je ne sais pas qui voudrait se lancer, mais peut-être vous pouvez commencer avec ce que vous pensez de l'approche de Valors ici avec leur focus quasi exclusif sur le contenu, sur le compétitif. Je peux peut-être apporter de quoi. Là, tu sais, j'ai parlé, je parle beaucoup à Godzi là, à chaque jour. Là, puis je pense pas que le focus est nécessairement seulement sur le compétitif. Je pense simplement que c'est facile de dire en tant qu'organisation qu'on veut se lancer sur le contenu et le compétitif en même temps. C'est dur de le faire. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de staff. Je pense pas que Valors veulent aller uniquement dans le compétitif d'après ce que j'ai entendu. Cependant, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont apporté dans les discussions initialement et qu'ils n'ont peut-être pas pu accoter après. Moi, ce serait mon point de vue. Après, qu'est-ce que je pense de où est-ce que Valors vont? Pour avoir encore une fois parlé avec eux, je pense qu'ils veulent faire du contenu. On a vu des vidéos là, qui sont sorties récemment, je pense la semaine passée ou il y a 2 semaines, le bien de Valors, etc. À voir si on va en voir plus prochainement. C'est à voir aussi comment est-ce qu'ils font avec leur content creator. Là. Je suis pas à l'interne, j'ai aucune idée. De mon côté, autant j'adore le compétitif, le contenu, c'est moins ma tasse de thé. Mais je pense que leur vision d'aller dans le compétitif, c'est pas quelque chose qui est négatif. Je pense simplement peut-être qu'ils devraient prendre. Ils sont allés chercher beaucoup de content creators quand Poco était là. Il y avait Vrai Patate, il y avait Evian, il y avait. Il faut pas que je les oublie, là, mais en tout cas, il y avait bien des content creators. Puis il y a Poco qui est parti, il y a Evian, je pense qu'il avait fait un post qui était parti, etc. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Peut-être qu'ils sont allés trop vite dans leur démarche quand ils ont annoncé leur brand. C'est un peu comme une nouvelle phase de Valors. Peut-être qu'ils sont allés trop vite en voulant faire compétitif, contenu, puis se lancer là-dedans. Je sais pas. Mais de mon point de vue, écoute, je pense qu'ils n'ont pas enlevé le contenu de la table. Je pense que ça va venir peut-être plus tard. Peut-être qu'ils veulent prendre plus de temps pour justement bien le développer et que ça soit constant. Mais écoute, on a vu leur récent roster compétitif. C'est sûr qu'il y en a qui sont partis récemment. À voir comment ils vont évoluer là-dedans.
Moi, j'espère juste vraiment de voir du contenu. Puis je dis ça, puis on en fait zéro avec Vexo, là, mais c'est quelque chose qui est difficile de mixer les deux avec peu de staff. Fait que je pense que c'est de prendre le temps de bien le faire. Là. Ouais, puis il y a Beaver et Avery qui sont dans le chat qui ont un bon point. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que, tu sais, quand on parle de contenu, le volet compétitif peut créer beaucoup de contenu. Tu sais, les streams, tu dis que Vexo ne fait pas beaucoup de contenu. Un stream ce soir de l'équipe de Vexo qui joue pendant 1 heure ou 2 heures, un best of 3, whatever, en CSGO, c'est du contenu. C'est 3 heures de contenu. Donc, je pense qu'il faut pas oublier ce volet-là. Après, pour moi, ça a toujours été moins évident, la connexion, la synergie entre une organisation et les créateurs de contenu, donc les streamers, dans ce cas-ci, le vrai patate. Donc là, il faut toujours mettre un peu plus d'effort pour justement trouver des moyens, selon moi, de créer cette plus-value-là. Mais absolument, il y a plein de contenu qui peut et doit être créé autour du volet compétitif. Buzz, Babin? Moi, je pense que... après, c'est assez spécial. C'est sûr que ça peut paraître un peu à contre-courant que beaucoup d'orgs font. Après, faudra voir surtout sur le long terme. Là, c'est sûr que ça peut être plus coûteux d'investir complètement dans l'e-sports que dans le contenu, mais c'est une question de stratégie, là. C'est ça. Je sais pas ce que Yannick en pense. Pas bien. Tout le monde pense que de l'air pas content. Par où commencer? moi, de mon côté, regarde, j'ai pas de problème. Si eux pensent que. Après, ça dépend. Si c'est un projet personnel, puis le but c'est s'amuser. Valorous peut faire ce qu'ils veulent. Si c'est un business, si eux pensent que leur stratégie de compétitif va avoir un retour sur investissement, ben, fine by me, mais parlant par expérience, surtout avec le nombre d'équipes qu'ils ont, c'est extrêmement. Tu sais, je veux dire, du côté de Mirage, là, on a, disons, une équipe du côté aîné qu'on vraiment, Mirage, on s'occupe, puis après, t'as Mirage et Liandra qui est un peu plus, disons, qui roule par lui-même. Puis on a de la difficulté à créer du contenu pour une seule équipe en Amérique du Nord, avec une équipe qui est quand même complète, puis une équipe en Europe. Et quand tu te retrouves avec Valors, qui a quoi, presque 5 équipes, je sais pas, je les compte plus. En ce moment, Ben, ils sont c'est- pas. Il y en avait beaucoup il y a 2 semaines. Là. Ouais, il y a 2 semaines, mais là, il y en a qui sont partis, là, ils sont rendus à, je pense, 3 équipes. Là. Ok, Il y mais a 5 ou 6 il y a 2 semaines. Donc. Tu sais, ça devient extrêmement difficile. Tu sais, on dit, ils n'ont pas beaucoup de gens pour créer du contenu. Oui, mais quand tu as 3 équipes, comme faut mettre l'effort, je trouve, aux bonnes places. Puis parfois, d'avoir trop d'équipes, ben, tu deviens. C'est beaucoup plus difficile de créer du contenu parce que là, tu as plein d'équipes à t'occuper. Fait que là, c'est sûr que le contenu prend le bord. Puis le truc, c'est que oui, tu peux faire du contenu avec des équipes de sport électronique. Puis justement, Mille t'a partagé aujourd'hui un article là, de G2, puis ça le décrit, je pense, assez bien. Je veux dire, G2, ils ont pas mal plus de staff au niveau contenu qu'ils en ont pour gérer leurs équipes de sport électronique. Ouais. Je veux dire, G2, là, on s'entend, G2, c'est pas au même niveau, mais je suis persuadé que comme un Liquid, ils ont comme genre 50 staff autour pour créer du contenu, puis ils ont comme, tu sais, G2 ils ont peut-être le même nombre d'équipes que Valor, je sais pas. Tu sais, d'un côté, moi je remets peut-être en question la stratégie, puis je veux dire, on l'a vu avec plein d'organisations au Québec dans le passé. Là, avant, c'était ça le compétitif, puis combien en sont ressortis? Pas bien, puis on l'a vu là, avec Victorem, on voulait pousser pour le compétitif, puis on sait que le compétitif, ça coûte cher. Fait que, après, comment tu rentabilises ça? Ben, moi, j'ai des doutes. Fait que, voilà, mon opinion. Je suis d'accord, c'est que ils sont peut-être. Ça, je sais pas, il y a combien de gens en staff là, ils sont peut-être pas assez. Après, faut voir. Ben, je pense que selon moi, c'était beaucoup Poco qui était de leur volet contenu. Là. Les autres sont plus axés compétitifs. Là. Je sais qu'il y a Shogun, Mycin et Godzi là-dedans. Moi, je suis d'accord avec Yannick. Puis justement, ouais, ça tombait bien avec le post que j'ai share ou l'article que j'avais partagé aujourd'hui de G2. C'est souvent on oublie ou on semble oublier que le e-sport, être une organisation e-sportive, c'est du entertainment, right?
C'est pourquoi est-ce que le monde va vous suivre. Puis cet entertainment-là peut 100% être à cause que tu as la meilleure équipe. Ça peut l'être. Mais même si tu as la meilleure équipe, il faut que le monde puisse les regarder, puisse les suivre, puisse suivre la story. Moi, Valors, je les vois pas souvent en stream. Genre, je vois pas de contenu. Même si leur équipe joue, je les vois pas jouer. Je pense pas que Valors avait des streams de leur équipe de CSGO. Par contraste à ce que Zopix vient de dire, qui dit Vexo on fait pas de contenu. Vexo fait 3 heures de contenu, même peut-être 6 heures de contenu par semaine juste avec leur équipe de CSGO qu'on peut regarder, qu'on peut écouter, qui est casté. Donc ça c'est au minimum tu peux suivre ce que l'équipe fait. Après, Valors l'ont quand même fait. Là, il y avait des streams quand ils sont allés à Toronto avec leur équipe de CS. Il y avait des streams quand leur équipe était allée à Atlanta. Fait que, tu sais, ça se fait. Mais oui, je pense qu'à la base, c'est du storytelling, c'est du entertainment. Donc, il ne faut pas trop délaisser le volet contenu, comme Beaver et Avery l'ont dit dans le chat. Le contenu peut être axé sur le compétitif. Mais Carlos, le CEO de G2, l'a dit aujourd'hui, tu sais, first, c'est entertainment. Second, c'est winning. Même si winning, comme je vous dis, ça aide. Ouais, ça aide, mais si t'es pas capable de capituler sur tes Exact. victoires, tu sais, je vais prendre un exemple qui est pas du tout relate au gaming, mais je sais pas. T'es un professionnel de corde à sauter, puis là tu décides que tu veux faire le record de corde à sauter, puis je sais pas, c'est 100 000 sauts pour faire ta corde à sauter. Mais là, il y a personne qui est au courant que t'as fait ça. T'as fait le record, là, c'est le record Guinness, mais tu l'as filmé puis tu gardes ça pour toi. Pour moi, c'est l'équivalent de ça, tandis que ça aurait pu être sur les médias, il y aurait pu avoir un buzz autour de ça, mais si personne n'est au courant, puis personne s'attache à cette histoire-là, ben, ta performance, au final, elle vaut pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est l'exemple que je viens de donner, ça ressemble à peu près à ce qu'on fait si on a une équipe ultra compétitive, mais au final, il y a rien dans les médias, il y a pas de présence, il y a un scoreboard de temps en temps, t'es comme OK, mais ensuite. Ouais. Donc, c'est Donc, bref, très important. Il y a une bonne équipe de CSGO sur le marché québécoise et certains créateurs de contenu aussi. Donc, pour ceux qui s'en cherchent, voici un autre, le vrai patate. Décidément beaucoup d'équipes. Bon, on va passer. On a parlé de l'organisation de Buzz, Victorem, de Zopix avec Vexo. Là, on va passer à Yannick avec Mirage. Mirage Eliandra annonce l'arrivée de 3 joueurs Fortnite cette semaine. On a parlé de Mirage Eliandra justement la semaine dernière en lien avec leur vente potentielle de leur spot de la Ligue française de League of Legends ou la LFL, pour laquelle justement la structure Mirage Eliandra, de ce que j'ai compris, avait été créée. Donc on se souviendra donc que Mirage, une organisation à la base québécoise, avait fait partenariat avec Eliandra eSport pour ce roster de la LFL plus tôt cette année. Bref, des nouvelles de la part de Mirage cette semaine. La première est que deux nouvelles de la part de Mirage cette semaine. La première, c'est Mirage Eliandra, comme vous le voyez à l'écran, que 3 joueurs de Fortnite se seraient joints à la structure. Et si je comprends bien, ce sont des joueurs qui opéraient déjà sous la bannière de Eliandra eSport, donc plus un transfert qu'une réelle arrivée. Peut-être que le plan d'affaires que Babin nous a montré lors de son live il y a 2 semaines autour de joueurs Fortnite a été écouté par certains. Je pense que c'était Viva Esports. Et l'autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui est que Mirage, donc pas Mirage Eliandra, mais Mirage, aurait un nouveau skin dans le jeu de Rainbow Six, soit le V308. Donc voilà, je tenais à souligner ces 2 nouvelles. Libre à vous de réagir comme vous voulez ou de partir sur une discussion sur n'importe quel des sujets, soit la viabilité d'un roster Fortnite ou sinon la question de monétisation in-game pour les orgs via des skins comme que vous voyez à l'écran dans Rainbow Six. Je vous laisse, messieurs. Ouais. Peut-être que je peux commencer. Vas-y, Babin, éclaire-nous. Ouais. Ben, c'est sûr que côté Mirage Eliandra, pour être vraiment transparent, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est géré de manière un peu plus indépendante, on va dire, de Mirage, puis surtout dans les derniers temps. Fait
Fait que, tu sais, par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens chez Liandra qui ont regardé mon stream et qui sont sortis que Fortnite était une bonne idée. Mais c'était pas une décision de moi, tu sais, pour être très transparent, c'est pas une décision venant de moi pour Fortnite. Mais comme il l'a dit, c'était déjà chez des joueurs qui étaient chez Liandra. Donc, on peut voir ça comme une promotion. De ce que j'ai pu voir, ben, ils sont allés à DreamHack en Suède, je crois. Puis je pense qu'il y avait même une minivan Mirage et Liandra avec les logos, tout ça. Donc, c'était vraiment cool. Mais après, j'ai pas vu autre chose depuis à part des scoreboards. Donc, je peux pas vraiment plus commenter que ça. Comme je dis, c'est très indépendant de ce que moi je fais de mon côté. Mais sais-tu pourquoi il y aurait comme transféré de Eliandra vers Mirage? Eliandra, tu sais, moi je fais le parallèle comme si vous prendrez votre roster de Rainbow puis vous le mettrez dans Mirage Eliandra. Genre, pourquoi mettre quelque chose qui est standalone dans un projet, selon moi, commun, si Mirage n'a rien à voir dans l'équipe de Fortnite? Bonne question. J'ai pas vraiment l'information pour être franc. Je veux dire, pour moi, de la manière que je le vois, c'est. Parce que, comme j'ai dit, c'est une identité qui est un peu indépendante, ce projet-là. Nous, on prête notre marque puis un peu notre expertise, mais pour la partie Fortnite, on n'est pas vraiment, disons, responsable. Mais écoute, si la marque Mirage peut avoir des joueurs de Fortnite de haut niveau en Europe, tant mieux. Zopix, Buzz, des commentaires sur Fortnite ou le skin Rainbow Six? Personnellement, j'ai pas grand commentaire là. Le skin sur R6, ben, pour ta question là, au début, là, si on voulait discuter sur est-ce que c'est bon de monétiser l'e-sport avec des skins, etc., moi je pense que la réponse est 100% oui. Je pense qu'il y a Rocket League là, récemment qui a ajouté des nouveaux assets dans leur jeu en lien avec l'e-sport. Je trouve ça génial. 100%, là, genre j'ai pas de commentaires négatifs ou de débat à lancer. Je trouve que c'est 100% une bonne chose. Pour Fortnite, honnêtement, j'ai tellement lâché de m'informer sur cette scène-là. Je peux rien dire. Je connais même pas le stade du jeu actuellement. Je sais même pas on est rendu à quelle saison. Je peux pas en parler là. Fait que. Je sais pas. Buzz. J'allais dire ouais, pour les skins et tout, c'est sûr que c'est super bien là, que ce soit n'importe quel jeu en soi, c'est super là, que tu sois fan ou non, ça apporte de la visibilité aux équipes donc et à la section e-sports des jeux, donc c'est que bénéfique. Surtout quand tu arrives et aussi c'est un outil marketing de plus là, tu peux faire plein de contenu autour du skin, etc. Comme vous aviez fait pour la campagne de l'ancien skin avec l'artiste québécois, montréalais, je crois même. Donc, je pense que c'est vraiment que bénéfique quand tu arrives à faire ce genre de campagne. Et sinon, oui, pour Mirage et Andra, ça, j'essaie un peu de savoir comment le principe et en quoi, genre. Comment dire? Je trouve ça bizarre que vous ayez aucun contrôle, genre. On avait vu ça avec, on avait vu un peu l'association Dignitas Mirage et tout, donc ça, j'avais un peu vu comment ça avait marché et tout, mais là, ça a l'air un peu différent. Surtout que vous allez plus avoir de slot en LFL. Qu'est-ce que ça va donner après? Potentiellement, selon des articles, bien évidemment. Moi, je suis Qu'est-ce que du ça même avis. donne? Est-ce que ça devient une org en soi ou est-ce que c'est juste une upgrade de Eliandra? Moi, je suis du même avis parce que c'est drôle. On dirait que c'est pas très fort. Ben, j'ai vu le but. Tu sais, moi, comment je voyais Mirage Eliandra, puis pourquoi j'avais compris ce move-là, c'est en grande partie ce que Northern est allé chercher de ce deal-là, ce qui était les droits de diffusion en anglais de la LFL. Fait que ça, je comprends, puis Northern détient Mirage. Fait que ça, je comprends ce move-là. Après Fortnite, pourquoi il ferait le transfert, je suis pas certain. Mais bon, comme tu dis, Babin, peut-être c'est juste free publicity pour vous. Ouais, c'est sûr, ça peut aider aussi. Le temps nous le dira, mais comme tu dis, Emile, ben, pour moi, tout ce que je vois, c'est la publicité gratuite pour le moment. Ouais, Puis l'autre volet, puis Zopix, tu viens de le mentionner avec Rocket League. Moi, j'ai 2 commentaires sur le skin. Ben, pas le skin en tant que tel. Je sais qu'il y a du monde dans le chat qui veut savoir si le skin est beau ou pas. Écoute, moi, je suis aucunement... je suis très easy là-dessus, mais
T'en penses quoi du Drop Shadow, là, Mille? Dis-nous ça. Là. Honnêtement, j'ai quand même pas regardé le skin. Puis j'ai genre aucun skin dans aucun jeu que je joue, fait que je suis pas le bon marché, mais 2 commentaires sur le skin. Un, Ubisoft, je comprends vraiment pas pourquoi à l'interne ça prend si longtemps de sortir des skins puis intégrer le monde. Là. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, mais les nouvelles équipes, entre guillemets, comme Parabellum, n'ont pas encore de skin parce qu'apparemment, ça prend une demi-année sortir ce truc-là parce que c'est super complexe. Fait que ça, c'est un commentaire. L'autre, c'est ce que j'adore ce que Ubi font, mis à part ce commentaire-là, mais j'adore ce que Ubi font où est-ce qu'ils essaient de rendre rentable quelque chose qui l'est pas, soit le e-sport. Donc, donner un modèle de monétisation à des organisations via les skins. Zopix vient de parler de Rocket League, qui font la même chose. Tu peux avoir des skins pour tes voitures. Et maintenant, ils ont ajouté des animations à la fin. Tu sais, quand tu scores un but, des animations pour les équipes. Fait que Dignitas peut avoir une animation après que tu scores ton but de l'équipe Dignitas, le gros logo qui sort du but, etc. Ça, c'est incroyable. C'est très, très, très cool. Je comprends pas pourquoi plus de jeux le font pas. Je vois un gros potentiel à Valorant pour faire la même chose avec leurs skins sur des skins de chaque équipe. Peut-être qu'ils vont le faire avec la ligue, entre guillemets, franchisée qui s'en vient. Mais tu sais, il y a déjà des finishers dans toutes les skins de Valorant. En rajouter un finisher de Mirage, ça serait incroyable. Puis c'est comme ça que tu vas supporter ton équipe que t'aimes. Tu crées de la fidélisation de marque pour ces brands-là. Puis c'est là qu'on commence vraiment à intégrer les développeurs de jeux avec les organisations. Parce que si tu fais ça, là, tu commences vraiment à avoir un écosystème qui commence à faire du sens. Parce qu'il y a un gros risque de jeu pour les organisations, pour les investisseurs dans les organisations. Puis en plus de ça, si tu n'es pas capable d'aller monétiser, mis à part le fait d'être dans une ligue franchisée avec un partage de revenus qui souvent est moins intéressant de ce que tu payes, ou l'est toujours, de ce que tu payes à tes joueurs. Fait que très, très, très cool. J'aimerais le voir plus dans tous les jeux. Je comprends pas pourquoi tous les jeux font pas ça. Puis pour ce qui est de Fortnite, Tian l'a dit dans le chat, Fortnite, c'est plus un move de content que d'e-sport d'habitude. Pour ceux qui sont vraiment des e-sport fans, c'est pas un e-sport naturel, si on veut. C'est vraiment le développeur qui met de l'argent pour le rendre plus e-sportif que ça l'est naturellement. Mais il y a du contenu justement très cool que tu peux faire autour de Fortnite. Après, Yannick, tu l'as dit, t'en as pas vu tant que ça après la vanne, mais peut-être ça va venir. Puis ça, c'est des trucs qu'on peut exploiter aussi. Ouais, je suis d'accord à propos, un peu tout ce que tu as dit au niveau du skin. Une des raisons pourquoi Ubisoft sort peut-être pas aussi rapidement qu'il pourrait au niveau des skins. 2 facteurs principaux. Le staff qui est dédié à ces skins-là. Puis, de ma compréhension au niveau de l'engine pour le jeu en tant que tel, où il y a certaines complexités à produire des skins, fait que peut-être plus au niveau technique, on va dire. Puis pour moi, un peu comme tu l'as dit, tu sais, pourquoi autant de gens ont investi dans le sport électronique, c'est que tout cet élément-là de cosmétique en jeu, qui est vraiment là où le sport électronique peut scaler. Ce qui n'est pas le cas dans le sport traditionnel nécessairement. Parce que là, on a des items in-game qui, au niveau des coûts, une fois que tu en as produit un, en faire 1000, en faire 10 000, il n'y a pas vraiment de coût rattaché à ça. Donc là, c'est là que tout le sport électronique puis le jeu vidéo shine. Puis je trouve ça très dommage, comme tu l'as dit, tu sais, juste au niveau de League of Legends, toutes les équipes qui sont en LCS, qui sont en LEC, dans l'ensemble des ligues de l'écosystème de League of Legends poussent pour des skins in-game. En ce moment, on donne des icônes. C'est la seule chose que les équipes ont. Ils vont avoir des icônes s'ils se rendent à certaines compétitions. Fait qu'encore là, c'est pas toutes les équipes. Puis, le truc, c'est que le monde dit mais comment est-ce que le sport électronique peut être rentable? C'est exactement ça. Puis Rainbow Six, tu parles à n'importe quelle équipe tiers 1, ok? Donc tu parles à un TSM, un Team Liquid, puis bien souvent ils vont te le dire, le seul jeu qui est rentable dans mon organisation, c'est Rainbow Six. C'est pas un jeu tiers 1, le Rainbow Six. Non, c'est ça. C'est pas un jeu tiers 1. Ils vont le dire, c'est Rainbow Six, c'est notre seul jeu qui est rentable. Après, ça aide peut-être que c'est pas Tier 1, parce que j'imagine que les salaires sont un peu moindres. Là, mais... Non.
ça peut se comparer à certains salaires de tiers, de jeux de tiers 1 quand même. Tu sais, ça dépend toujours, on s'entend, là, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait d'excuses pour un développeur comme un Riot Game, par exemple, pour ne pas sortir ces skins-là. Je pense que c'est plus une question de partage de monétisation sur des skins où, tu sais, s'ils sortent un skin, ben ils ont 100% de la monétisation. Non, mais parce que là, il y a un partage. Ouais, mais ça, c'est une vision court terme. Genre, long terme, ta vision, ton e-sport, c'est le marketing de ton jeu. Si tu peux rendre ces organisations-là rentables, tu sais, comme tu l'as dit, le coût marginal de créer puis de mettre ces skins-là dans le jeu est minime, voire zéro. Mais... Il y a Avery dans le chat qui dit les équipes qui ont des skins, c'est parce qu'ils ont win les Worlds. Il y a un certain prestige qu'ils vont perdre si toutes les teams ont des skins. Je pense pas qu'on dit que toutes les teams devraient avoir des skins, mais moi, toutes les teams dans la Tier 1 d'un jeu devraient avoir des skins, puis limite Tier 2 aussi. C'est tout ce qui est une ligue franchisée devrait donner des possibilités de monétisation à ces équipes-là pour les rendre rentables. Parce que tu demandes des sommes d'argent non négligeables pour ces teams-là de buy-in. T'sais, on parle d'un 20 millions US au tout début de League of Legends. Je ne veux même pas parler c'est quoi maintenant, comme le double sinon le triple. Puis après, on peut pas rentabiliser l'équipe. Genre, la seule façon de le rentabiliser, c'est de rentrer des huge sponsors qu'on espère rentrer, puis qu'on est même sûrement limité avec les sponsors qui existent déjà dans la ligue. Fait que c'est... c'est le développeur aussi souvent qui gère la ligue. Ouais. Donc là, personnellement versus une équipe de hockey, tu sais, souvent une équipe de hockey, on prend le Canadien de Montréal, ben c'est eux qui ont les droits sur leur match au niveau de la diffusion. Donc si eux, ils veulent vendre les droits francophones, une partie à TVA Sport, puis une partie à RDS, puis les droits anglophones à un autre média, ben c'est eux qui ont le contrôle là-dessus. Versus, si on prend encore une fois League of Legends, ben en ce moment, à ce que je cherche, il n'y a pas de droits de diffusion qui ont été vendus. C'est arrivé dans le passé, je pense que Twitch avait des droits de diffusion. Maintenant, c'est diffusé à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch, donc il n'y a pas de droits de diffusion. Puis je suis persuadé que les organisations, ils aimeraient bien toucher ce montant-là d'argent qui vaudrait, c'est des millions là, en termes de revenus. Ouais. Donc, ce qui est vraiment difficile dans le sport électronique, c'est le développeur de jeu qui a le contrôle sur le sport. Ce qui n'est pas le cas sur les sports traditionnels. Ouais. Donc, pour une organisation de sport électronique, ça doit se rendre à un niveau où tu as besoin d'équipe pour que ton jeu fonctionne. Est-ce qu'on est rendu là? Je pense pas encore. Je pense pas qu'on n'est pas encore rendu là, mais pour des développeurs qui sont peut-être moins gros, effectivement, par exemple, on parle de Rogue Company. Ouais. Ben, je pense que Rogue Company était probablement dans une position où ils ont besoin des organisations, ils ont besoin des créateurs de contenu pour avoir du succès. Un Riot Games, ben, ils ont peut-être pas besoin de ces organisations-là pour que le jeu ait du succès. C'était un autre sujet que Carlos, justement, en parlant de l'article que j'avais partagé aujourd'hui, avait mentionné, c'est que lui, il a l'impression que G2 arrive à un point où est-ce que si tu lances un jeu puis tu veux qu'il soit un jeu compétitif, e-sportif, t'as quasi besoin de G2. Là, ok, fine, connaissant Carlos, moi personnellement, je pense qu'il exagère, mais on s'en va vers là. On s'en va justement, comme tu viens de dire, Rogue Company, Riot, c'est un autre monstre parce que c'est déjà tellement établi que n'importe quoi qu'ils vont lancer, ils ont les budgets puis ils ont le cloud derrière, mais je pense, comme je viens de mentionner, si on peut intégrer les développeurs avec les organisations, puis on voit cette intégration-là verticale avec, je pense que c'est 100 Thieves qui veulent se lancer en développement de jeux eux-mêmes. Je pense que ça va être de plus en plus intéressant, cet écosystème-là, en termes de monétisation puis de revenus, parce que personne à date, incluant G2, selon moi, n'a vraiment figure out comment rendre un bon business model fonctionnel dans cet espace-là. Puis on se colle un peu trop, selon moi, aux jeux traditionnels, comme tu as dit, au sport traditionnel, comme tu as dit, Yannick. Puis, tu sais, t'as pas game risk en sport traditionnel, puis t'as pas de revenus, de gros revenus en e-sport qui existent en sport traditionnel, dont la diffusion des équipes. Comme imagine si Mirage avait les droits de diffusion sur toutes les games de Mirage, puis là, tu vends ces droits de diffusion-là à qui tu veux. Là, OK, tout à coup, overnight, ça devient très intéressant à une organisation e-sportive. Il y a techniquement des... Il y a des jeux où tu peux t'en tirer. Là. Tout ce qui est Valve,
c'est très Ouais, ouvert. Donc, mais ça tombe sur les. Mais Valve, comme CSGO, ça tombe sur les ESL. Ça tombe sur les tournament organizers et non les équipes. c'est right? ça. Ouais, c'est pour ça que c'est sûr que si t'évolues en tier 1, c'est beaucoup plus difficile, mais si on prend, mettons, Mirage en 2018-2019, ben, on avait un contrat de diffusion avec RDS pour nos Ouais. matchs de League of Legends. Fait que, on faisait quand même des revenus sur les matchs qui étaient diffusés. Fait que, mais après, c'est plus une exception que la règle, selon moi. Ouais. On a trouvé on a bypassé un peu le système, puis parce qu'on était francophone, ben, on était en mesure de faire ça, mais... Ouais. Puis là, il y a des jeux explicitement comme Valorant qui disent que tu peux pas faire ça. Right? Exact. Fait qu'encore là, ben, c'est le développeur qui a le gros bout. Fait que c'est pas si évident. Les gens pensaient que c'était le nouveau Eldorado, le sport électronique, mais ils se sont un peu plantés devant les développeurs de jeux qui ont dit ouais, la monétisation, ouais, ben finalement, vous n'aurez pas accès vraiment autant que vous l'auriez voulu. On va garder la grosse part du gâteau. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Ok, on est allé sur une belle tangente, là, mais loin de la nouvelle de Mirage Alejandra, mais j'aime beaucoup le sujet, donc on s'est emporté. Je sais pas si Zopix, Buzz, si vous avez des commentaires là-dessus avant de passer au grand LAN. Non, pas de mon côté. Là. Je pense que je suis d'accord avec vous là. Genre, encore une fois, j'ai pas rien à débattre là-dessus. Je pense que vous avez raison. Ouais, la même. Donc, grand LAN. Le grand LAN approche à grands pas. Comme vous le savez tous probablement déjà, le Grand LAN se passe ce week-end au Cosmodrome de Laval, donc dès demain pour ceux qui ont des billets VIP. Ça se veut la deuxième édition du LAN, donc la première a eu lieu en octobre dernier à Drummondville. Il y aura plus de 300 personnes en BYOC, ou Bring Your Own Computer, à cette édition, en plus de visiteurs pouvant se procurer des billets au prix de, je pense, c'est 40$ maintenant avec un petit coupon rabais ou un promo code. C'est donc un LAN un peu plus décontracté, si on veut, avec l'emphase sur le social plutôt que sur le volet compétitif de la chose. Quoique si vous êtes dans le Discord du LAN, vous saurez qu'il y aura quand même quelques tournois qui semblent s'organiser, soit un tournoi de Fall Guys, Fortnite, Minecraft, Mario Party, Valorant et Beat Saber. La participation à ces tournois semble relativement modique pour le moment si on se fie aux réactions sur Discord, à savoir 6 personnes pour Fall Guys, 17 pour Fortnite, 5 pour Minecraft, 15 pour Valorant, donc 3 équipes, et 6 pour Beat Saber et aucune nouvelle pour Mario Party. Mais bon, j'ose croire qu'il y aura plus d'actions sur place, mais si on se fie à la première édition du LAN, le volet compétitif n'était vraiment pas de la partie. Donc voilà, un autre bel événement et rassemblement ce week-end à Laval, et ça, j'arrête pas de le dire, mais ce sera sûrement une expérience assez unique au Cosmodome. Je sais pas si messieurs vous y allez, je sais que Yannick et Buzz vous étiez passés durant le LAN en octobre à Drummondville. Donc est-ce que vous y allez à celui-là? Est-ce que vous avez des commentaires sur l'événement? Je sais qu'on en avait déjà parlé, mais je tenais quand même à souligner le fait que ça commence demain. Fait que pour ceux qui sont en manque de LAN, ça se passe au Cosmodome de Laval. Je vais être au Centropolis, qui est pas très loin. Donc voilà, avec un bon petit repas. Probablement. Ouais, je pense qu'il y avait Poco qui voulait réserver je pense que c'est les 3 brasseurs qui sont à côté pour un groupe. Ouais, j'ai parlé à Poco, il voulait réserver une place pour aller manger. Je pense que Poco il a même pas de billet. Fait que genre, il fait juste genre inviter du monde à aller manger, puis genre on se rejoint là. Genre, mais pour de mon côté, je risque de venir faire un tour là, mais pas plus longtemps que ça, honnêtement. Là, juste de voir un peu ça ressemble à quoi, aller voir le monde, puis ça ressemble à ça, honnêtement. Ouais, il y a une belle fontaine aussi en plein milieu du Centropolis. Ça peut être un bon lieu de rassemblement. Ouais, écoute. Je sais pas, ouais, moi de mon côté, je pense pas que je vais y aller. Je pense que. Je sais pas, c'est chiant pour y aller. Laval, là, moi j'ai pas de voiture. Je vais aller te chercher au métro. C'est sûr que si t'as pas de voiture, Roméo. c'est moins évident. Je te prends au métro, Roméo, inquiète pas. Non mais, essaye pas de. Non mais je verrai sûrement au dernier moment si j'y vais, personnellement. Mais c'est ça, là, on va voir ce que ça donne. Je sais pas. Je pense que ça va être un bel événement. Moi aussi, fort probable que j'y aille pas, mais c'est plus parce que mes fins de semaine sont pas tant libres ces derniers temps. Mais
Je pense que ça va être un bel événement. J'espère voir des belles vidéos, des beaux streams qui vont sortir de ça parce que, encore une fois, c'est ces événements-là qui créent l'énergie, puis qui créent des projets, puis ça rassemble la communauté, ça bonifie l'écosystème e-sportif québécois. Donc, tu sais, je suis 100% pour. C'est sûr que si t'as pas de voiture, c'est pas évident. Si t'en as une, ça l'est quasi plus évident que le LAN ATS. Tu sais, du parking partout, c'est quand même très très bien. Donc, j'ai hâte de voir. J'espère que du monde vont justement streamer ou faire des vlogs. J'imagine que oui. Là. Je pense que Claze et BFO sont là. Donc, au moins, il y aura ces gars-là. Puis je pense que Tienne Lemine, si je ne me trompe pas, donnait un petit talk aussi sur le stage que j'imagine est toujours de mise. Donc, écoute, moi, comme Roméo, probablement pas. Mais je pense que ça va être le fun de toute façon. Ou encore plus parce que je suis pas là. Le prochain sujet, à moins que vous aviez d'autres choses à dire sur le Grand LAN, c'est DreamHack. Donc, DreamHack Canada relance leur série d'événements du Bell Esports Challenge. On se souviendra probablement ou peut-être que lors du COVID l'année passée, Bell ont organisé leur Bell Esports Challenge pour les joueurs canadiens de Valorant, Rocket League et Fortnite, si je me souviens bien. Able Esports avait d'ailleurs participé au tournoi de Valorant et Fortnite. On a terminé troisième à Valo et premier à Fortnite respectivement. Cette année, on semble avoir délaissé Fortnite, comme tant de monde semble le faire cette année, si on se rappelle du LAN ATS. Donc, les tournois en question pour l'édition 2022 seront Rocket League, Call of Duty Vanguard et Valorant. On prend d'un prize pool de plus de 30 000 $, en plus de l'opportunité de compétitionner lors d'un voyage tout inclus au Fan Expo Canada à Toronto du 25 au 28 août prochain. Donc ça, c'est pour les top 4 équipes de chaque jeu. Et l'équipe gagnante de chaque jeu se méritera, en plus de l'argent, un full access à un événement DreamHack au Canada ou aux États-Unis en 2023, fait que de leur choix. Les tournois se déroulent sur une période de 8 semaines avec le tout étant diffusé sur la chaîne Twitch de Bell Canada. Quelques détails, Valorant aura un prize pool de 13 000 $. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la première qualification et ça va jusqu'au 15 juillet, donc je pense que la qualif c'est le 16. Call of Duty aura un prize pool de 8 000 $. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 août. Rocket League, prize pool de 8,5 000. Donc, premier qualif, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 juillet. Fait que ça a commencé il y a 2 jours. Les inscriptions, il n'y a aucune équipe qui s'est inscrite à date dans les tournois. Après, on sait que le monde s'inscrive tard d'habitude, mais je suis comme quand même un peu surpris du manque de promotion de ces événements-là. Là. Il y a quand même 30 000 $ en jeu. C'est juste réservé aux Canadiens. Fait que tu as quand même une bonne chance de gagner le prize pool si tu es un bon joueur canadien. Puis il y a comme 10 likes sur la publication de DreamHack Canada que vous voyez à l'écran. Moi, je me souviens l'année passée, et c'est vraiment pas pour rien enlever à nos gars de Fortnite, mais tu sais, La Fugue puis Eldrick ont terminé premier dans le tournoi de Fortnite. Puis il n'y avait même pas un lobby complet. Donc, il n'y avait pas de qualif. Ils se sont qualifiés automatiquement à la finale, puis ils ont gagné. Malheureusement, La Fugue n'avait pas 15 ans, fait qu'ils n'ont pas pu décrocher le prix. Donc, bref, des super beaux prix à aller chercher pour ceux qui le veulent. Et je vous rappelle que c'est ouvert uniquement aux joueurs canadiens de 15 ans et plus. Fait que c'est un peu ça la nouvelle. Je sais pas si vous voulez réagir à la nouvelle ou au fait que, selon moi, ça reçoit juste pas assez de publicité, ces trucs-là. Ouais, ben, je pense que c'est juste positif de A à Z, à part le point où est-ce que, comme tu dis, la promotion, 10 likes sur un post pour 30 000 $ de prize pool, c'est pas beaucoup. Puis je me souviens là, que l'événement qu'il avait fait avant, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de joueurs, là, que, comme tu viens de dire, se faire qualifier direct à la finale, c'est spécial. Puis le fait que Eldrick et La Fugue ont gagné, c'est des bons joueurs Fortnite, mais loin d'être les meilleurs joueurs Fortnite. C'est-à-dire que tous les bons joueurs se sont pas inscrits. Là. C'est ça. Il y en a là, des joueurs canadiens. Ok, je sais pas. Puis sachant aussi que le dernier événement n'avait pas eu plus de promotion que ça non plus, ça se peut qu'il y en ait plusieurs qui savent même pas que ça existe, peut-être. 100%. Parce que le dernier, on n'a pas eu. Il n'y a pas eu de. Parce que moi, j'ai vu le post de base parce que je savais que vous participiez à Fortnite. Mais j'ai vu votre post que vous aviez gagné. Mais j'ai pas vu un post de Bell ou d'autres joueurs ou de. Fait si le monde s'intéresse pas plus que ça à cet événement-là, malgré que ce soit dommage, je sais pas trop
que ça va donner encore cette saison. Ah bon. Mais oui, Allez-vous aller au Fan Expo? Ou à Toronto? Je pense que c'est quand même cool. Moi, je l'avais pas vu passer ça non plus. Mais bon, un tangent sujet. Babin, Buzz? Je pense que Rocket League Québec ont dû quand même faire la promotion du tournoi de Rocket League à travers leurs médias sociaux. Je suis assez convaincu. Donc, tu sais, pour tout ce qui est le Québec, Rocket League Québec, c'est pas mal le bon canal de distribution. Donc ça, je suis pas trop inquiet. Après, pour les autres jeux, à voir. Moi, j'ai parlé à Bell, aux gens de Bell, il y a quelques mois, justement, pour voir leur intérêt dans l'e-sport. Puis on dit, surtout au Québec, ils s'investissent juste dans du Tier 1. Fait que le LAN ETS et le Bell eSports Challenge. Puis je voulais pas être méchant avec eux, mais je trouve que investir cette somme d'argent-là, 30 000 en prize pool, là, on parle pas de tout ce que ça coûte pour la production, la diffusion, tout ça. C'est underwhelming selon moi. Après, ça fait juste 2 jours. Là. On verra cette année si ça va exploser. Là, mais l'année passée, comme j'ai trouvé très, très underwhelming. Le viewership sur les streams. Puis là, je me souviens plus des chiffres, mais c'était loin d'être super impressionnant. Fait que je suis surpris à la somme d'argent qu'on met dans ce genre de truc-là pour ne pas aller en retirer plus ou pour ne pas juste comme mettre beaucoup plus de hype autour de ça. Moi, je trouve ça tellement cool comme événement. Un événement canadien e-sportif à Toronto, en personne, pour les 4 meilleures équipes des 3 jeux. 30 000 $ à gagner. Tu vas au DreamHack de ton choix l'année prochaine. Genre, c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que j'espère que ça va justement prendre de l'envol parce que je veux que DreamHack Canada, qu'on sait, n'est plus en personne au Québec, du moins pour le moment, et Bell continue à investir dans ce type de projet-là. Donc j'espère qu'ils vont chercher du moins le retour sur l'investissement qu'ils mettent. Là. Mais j'ai pas l'impression que c'est le cas à date. Là. Ou peut-être ça leur coûte juste pas cher, je sais pas. Ben, pour eux, je pense pas que c'est un gros montant. Là. Non, mais tu peux quand même le rentabiliser mieux, selon moi. Là. C'est quand même un gros prize pool. Là. Un tournoi de 13 000 $ de Valorant, on le voit pas souvent au Canada. Là. Effectivement. Incluant mais... le MSI Dragon's Cup qui s'en vient, que personne parle de ça non plus, 15 000 $ en prize pool. Mais... Ouais, mais après, c'est d'avoir, comme je disais, c'est d'avoir les bons canaux de distribution. Comme je dis, je pense que Rocket League ont probablement les bons canaux de distribution, mais après, pour tout ce qui est Valorant, ben peut-être que c'est pas le cas, malgré que les gens qui sont à la tête de DreamHack Canada, normalement, savent par où passer. Là. Ouais, ils se connaissent. Bref. Bon, c'était le sujet. Je tenais à le diffuser. Si même ça va chercher une équipe de plus québécoise, je vais être content. Bon, on a parlé de Rainbow Six un peu déjà ce soir et on va en parler encore maintenant. Fait que Rainbow Six déplace leur major, donc le Six Major à Berlin. On avait parlé lors de nos tout premiers podcasts, je crois, du fait que le Rainbow Six Major allait se dérouler aux Émirats Arabes Unis, où était censé cette année, et du fait que c'était un peu beaucoup mal perçu par certains de la communauté. Donc Ubisoft avait même confirmé en février que ce tournoi n'aurait pas lieu aux Émirats Arabes Unis, mais sans pour autant avoir dévoilé la nouvelle localisation. On apprend donc cette semaine que justement, bien qu'à l'origine les Émirats Arabes Unis devaient recevoir le Six Major, Ubisoft a changé ses plans en raison des réactions de la communauté. Et ils ont donc confirmé que Berlin sera la ville qui accueillera le prochain Six Major, l'événement international ultime de Rainbow Six Siege à chaque année. C'est d'ailleurs la première fois que l'Allemagne accueillera le Six Major. L'événement se déroule du 15 au 21 août au théâtre Am Potsdamer Platz, aucune idée c'est où, mais en Allemagne. C'est pas la première fois qu'Ubisoft change de place pour un de leurs événements. On pense d'ailleurs à une ou 2 occasions lors du COVID, mais bon, ici, c'était un peu pour des raisons différentes. On se souviendra que la nouvelle du tournoi initialement a été annoncée le 20 février et a suscité des critiques de la part de la communauté Rainbow Six, citant les violations des droits de l'homme et les lois du pays contre les personnes LGBTQ+. Une pétition avait d'ailleurs recueilli plus de 10 000 signatures en seulement 2 jours. Malgré la relocalisation de l'événement, Ubisoft avait quand même déclaré qu'il prévoyait travailler au développement de l'écosystème e-sport dans la région par le biais de tournois locaux et régionaux ainsi que d'activation. Bref, même si ce n'est pas un nouveau sujet, là,
parce qu'on a déjà discuté un peu en février. Je tenais de souligner la nouvelle. Je pense que vous avez des réactions du fait que Ubi ont écouté la communauté, ont changé de place. Est-ce qu'on devrait s'essayer quand même justement d'intégrer ces pays où est-ce que le Western World est un peu plus critique de leur approche vis-à-vis leur loi ou leur culture, ou sinon aucun commentaire et vous voulez rester politiquement correct, ça marche aussi. Bon, c'était sûrement pas une décision si facile que ça, parce que je suis persuadé qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé de l'événement aux Émirats, là, comme on a vu là, certains événements avec des montants assez fous. Donc c'est sûr que pour Ubi, ça va pas être si facile, mais après, avec la... Je pense qu'ils ont voulu y aller justement politically correct côté Ubi, puis pas prendre de chance. Puis je pense que c'est une sage décision parce que on sait très bien, là, mais des fois la communauté peut backslash assez rapidement un studio. Puis avec tous les derniers événements qu'il y a eu, pas non seulement chez Ubi, là, mais à travers d'autres développeurs, tu peux peut-être pas retrouver dans cette situation-là. Ouais, je trouve ça dommage attends, je vais développer ma phrase. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas choisi une autre ville. Je comprends Berlin pourquoi. Je trouve ça. C'est sûr que c'est une grosse ville d'e-sports là. C'est là-bas et tout. Il y a des grosses HQ d'org et tout. Donc c'est sûr que c'est logique le choix. Cependant, ça serait bien de les voir revenir à Montréal un jour, sachant que c'est un peu le berceau du jeu. Déjà qu'on s'est fait voler le Six, ça serait bien qu'un jour ils reviennent à Montréal ou alors qu'il y ait au moins un major parce que je trouve qu'ils oublient leurs fondements. Après, je sais pas. Mais je pense qu'ils étaient supposés en avoir un durant le COVID, mais ils l'ont déplacé parce qu'ils ne pouvaient pas avoir sur place. Right? Je te garantis. Depuis, ils ont fait je te garantis que ça va revenir. Je te garantis que ça va revenir. C'est la plus grande célébration de Rainbow Six, puis le jeu est développé où? À Montréal. Okay. Oui, non, mais je sais, mais j'avais cru comprendre que à l'époque, ils avaient dit de toute façon que le Six allait commencer à bouger de place en place pour pouvoir changer un peu et aller toucher plus de monde, je sais pas. Ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. Peut-être que j'avais mal compris à l'époque, mais on verra ça. Et sinon, c'est sûr que c'est logique comme décision de déplacer le Major pour le coup, vu la réaction que j'avais vu passer sur Twitter quand ça avait été annoncé. Et même j'avais trouvé ça un peu surprenant de la part d'Ubi d'annoncer un Major là-bas, surtout avec les valeurs qu'ils défendent. Il y a certains jeux, par exemple, qui, eux, en ont pas grand-chose à faire. Je pense surtout à CSGO ou alors à d'autres. En fait, j'ai comme que CSGO en exemple qui font des compétitions là-bas. De plus en plus, même. Ouais, même très très récemment avec des très grosses équipes. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose qu'il va falloir, entre guillemets, faire attention dans les années qui vont venir, là, ce genre de pays, en dépendant des valeurs que tu veux défendre. Là. Ça va être, quelque chose qu'il va falloir jongler. Là. Il y a beaucoup d'argent dans cette région. C'est pas juste le e-sport qui le voit, là, puis eux achètent, la région, là, je parle, achètent justement des tournament organizers, créent de plus en plus d'événements et de tournois comme vraiment immenses en termes d'investissement. Puis ils le font aussi dans les jeux traditionnels, là. Je pense au golf même, il y a plein de joueurs de la PGA qui ont comme délaissé le PGA pour aller faire juste des tours là-bas parce qu'il y a juste plus d'argent. Mais ouais, je sais pas si Ubi le voyait venir ou pas. S'il le voyait venir, il aurait peut-être juste dû clarifier pourquoi il faisait ça dès le début, sans attendre la réaction du public qui était, selon moi, puis tu sais, je suis d'accord avec toi, Buzz, comme on devait s'y attendre, je crois. Après, s'ils l'ont pas vu venir, c'est une autre question complètement. Comme je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé d'un événement comme ça. Je pense. Fait que c'est sûr qu'il y a probablement un des gestionnaires qui a reçu l'invitation, pis t'es comme, hey, ça semble être une bonne solution pour pas trop investir d'argent à faire le major, ça semble être tout payé. Prochain sujet, Elrond,
que depuis que j'ai mis le sujet, on montrait un peu d'activité qui a rapport à notre dernier sujet, fait que déjà cool. Mais ma question, c'est plus pour souligner le fait qu'on a parlé d'Aileron qui a été lancé la semaine dernière, notamment par Zopix et Freeze, que j'avais mentionné, à savoir une plateforme de nouvelles se voulant être la seule ou le seul compte de nouvelles e-sportifs nord-américains que vous devriez suivre. Ils sont sortis la première semaine avec 2 publications. La première étant un semi-leak d'une équipe de CSGO compétitionnant en ESE Open pour Victorem, ce que j'imagine n'est plus le cas avec la clôture de l'organisation. Ouais, je pense que ça doit tomber à l'eau. Et la deuxième nouvelle, c'était une liste des équipes qui s'étaient qualifiées pour les playoffs en ESE Advance, donc l'équipe américaine de Vexo. On a malheureusement déjà plus de nouvelles jusqu'à il y a quelques instants de Aileron depuis... Et le monde comme Beaver dans le Discord demandait à la structure si on allait en avoir bientôt. Zopix, qui est ici ce soir avec nous, je te laisserai justement compléter, mais il est venu répondre qu'ils prennent en considération ce qui avait été dit lors de notre podcast la semaine dernière. Fait que c'est cool que le monde nous écoute. Au moins une couple de personnes écoutent le podcast. Comme quoi qu'il pourrait ajouter plus de plus-value par l'entremise d'articles de nouvelles. Donc, plutôt que de simples publications de 1 ou 2 phrases. En plus de se concentrer sur le marché québécois au début, il dit que le projet est majoritairement communautaire et que c'est tout à leur avantage d'écouter les avis des gens et de développer le projet en fonction, mais que toutefois les publications risquent de rester en anglais. Fait que, justement, je vois passer il y a 1 heure la publication qui couvre notre dernier sujet de la soirée, à savoir l'intégration de Poco chez X13. Mais avant de passer justement à ce sujet-là, je ne sais pas si Zopix, tu t'aimerais en parler du projet, de l'idée générale, de peut-être un semi-pivot depuis la semaine dernière. Ouais, ben dans le fond, first of all, OK, pour le fameux post de la seule nouvelle que vous devez regarder, écoute, quand on était en train de faire ce post-là, on s'est dit, c'est nul, mais ça va faire parler, et ça a très bien marché, donc je suis quand même fier, merci Freeze. Par la suite, pour ce qui est de ce qu'on a pris en compte pour avec le podcast, comme ce qu'on a parlé avant le Able Podcast, justement, c'est tout à notre avantage d'écouter la communauté. Parce que le projet de base, je sais que Beaver avait mis comme suggestion de faire une nouvelle par jour et tout. C'est pas un projet qu'on comptait, comme faire 1 post par jour, 2 posts par jour. C'est vraiment un projet qui était communautaire de base. D'informer la communauté sur certains moves, mettons, c'est facile de faire un post Poco Join X13, par exemple. C'est un poster avec un truc, mais c'est cool de voir d'avoir le behind the scene de c'est quoi la vision, c'est quoi les raisons du derrière, etc. Ou quand quelqu'un peut quitter une organisation, ou etc. Fait que je pense que c'est surtout cette vision-là que quand vous en avez parlé la semaine passée, on a voulu ajuster un peu ce qu'on faisait. C'est sûr qu'on va essayer de poster plus, parce que là, le problème qu'on avait aussi, c'est que, tu l'as bien dit aussi, là, genre le projet, c'était pas un projet qu'on a pris des mois à penser derrière, avec un marketing plan et tout. C'était vraiment pas ça, je vous dis honnêtement. Donc, tu sais, comme vous avez parlé là, de se concentrer plus sur le Québec, etc., genre, nous, au final, on a remarqué, évidemment, là aussi, vous allez me dire, mais que la plupart du monde qui suivait le projet était des Québécois. Les tweets vont rester en anglais parce que, par exemple, Poco Join X13 qui n'est pas une orgue québécoise, on veut que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe des membres québécois, et même s'ils ne parlent pas nécessairement français. C'est la seule raison du pourquoi on garde les posts en anglais. À part ça, on va se concentrer plus sur le Québec. On va faire des nouvelles qui sont plus interactives, donc avec des questions à certaines personnes, etc. Mais ça va pas être un projet avec des nouvelles à chaque jour. Ça sera pas ça, c'est sûr. Mais ouais, en gros. Yannick, Buzz, des réactions, commentaires sur le projet Aileron? Moi, je pense que c'est bien. Là, faut juste être plus régulier, mais sinon, tout est bon. Tout est bien. Voilà. Moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas en français. Non, mais je veux dire, tu dis, on le fait en anglais parce que tu vois, par exemple, l'annonce de Poco, c'est une orgue anglophone, mais je veux dire, quand t'as un Québécois qui joint une équipe, je sais pas, américaine de hockey, on se dit pas, là, va falloir faire l'article en anglais parce que
hey, on veut rejoindre les Panthers de la Floride. Tu sais, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand je dis que tu sais, on veut que le projet soit communautaire, c'est qu'on veut pas limiter ça à un seul langage. Tu vois, genre, les Québécois comprennent l'anglais. Genre, c'est surtout que, tu sais, admettons, je sais pas, Ducky Sport font tel move, puis on veut en parler. Ça permet à des gens qui sont pas nécessairement de la communauté uniquement québécoise de ah, ben, cette équipe-là, on la connaît pas, qu'est-ce qu'ils font, etc. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est bon pour intégrer des personnes qui connaissent peut-être pas nécessairement les organisations québécoises ou les moves qui se font au Québec, puis qui puissent être comme ah, ben, ok, je connaissais pas cette équipe-là, ils font tel puis tel move, avec une explication qui est que tout le monde peut comprendre. Moi, c'est plus de ce point-là que je le vois. Après, je peux comprendre, je comprends les personnes qui voudraient voir du français, mais agree to disagree, I guess. Ouais, écoute, moi j'ai rien contre, mais bon, c'est peut-être parce que je suis déjà plus anglophone que francophone, mais je comprends peut-être la plus-value qu'on peut aller chercher, justement, intéressant du monde qui sont pas de la communauté à des nouvelles de la communauté. Je comprends que surtout si vous vous positionnez comme vous l'avez fait dès le début, des nouvelles nord-américaines, que ben, vous avez quasi pas le choix de le faire en anglais. Ben, vous n'avez pas le choix de le faire en anglais. Fait que c'est peut-être plus un growth strategy qu'autre chose. Après, y a-tu un positionnement plus niche, plus différencié que vous pourriez faire si vous cherchez en français? Je pense que oui. Je pense que beaucoup de gens, puis là, c'est une discussion que Yannick a eue sur Twitter il y a quelques semaines, mais je pense que beaucoup de gens ont l'impression que le Québec, c'est pas un assez gros marché pour ce type de truc-là. Puis après, on n'a même pas allé creuser comme 2% du marché. T'sais, moi, je vais pas vous cacher le fait que les partenaires que Able Esports on a, soit Guru, Bud Light, MSI, c'est parce qu'on s'est positionné québécois. C'est pas parce qu'on va faire front à les Cloud9 de ce monde. C'est parce qu'on leur a dit, il y a un marché ici, ces compagnies-là ont des budgets locaux et on peut faire des trucs cool localement puis grandir la scène localement. Fait que bref, c'est aucunement un commentaire sur Aileron. Moi, j'ai aucun problème que ce soit anglais. Même le contraire, je pense que c'est très cool. Après, le problème que je peux entrevoir avec le fait d'aller si large, de justement vouloir aller chercher plus de monde, c'est que c'est ambitieux comme projet. C'est très ambitieux. Un projet de nouvelles, surtout si tu le dis, tu veux pas poster à tous les jours ou tous les 2 jours, c'est de la job. Là. Puis je sais que vous êtes déjà occupé, surtout toi, Zopix, avec plein de projets. Fait qu'on revient à la discussion où est-ce qu'on a du monde ambitieux puis motivé, mais des fois qui s'étalent sur trop de projets à la fois. Fait que, écoute, j'espère que ça va durer. Il faut être réaliste aussi, tu sais, c'est pas parce que j'ai lancé ce projet-là que je vais être contre ce point-là, tu sais. 100%, j'ai lancé ce projet-là en me disant que ça allait pas prendre autant de temps que je pensais, puis c'est 100% ça, là. Je vais pas commencer à faire comme si c'était pas le cas, parce que c'est ça. Puis je pense, tu sais, encore une fois, c'est la même chose avec tellement de projets. Le point est excellent. Le point qu'il y a beaucoup de monde ambitieux, c'est cool. Est-ce que parfois, par exemple, on lance des projets un peu trop ambitieux? Moi, de mon côté, genre, je l'ai fait l'erreur, puis je l'ai déjà fait dans le passé, je l'ai refait récemment. Genre, le projet, ça veut pas dire que je le ferme. Genre, je trouve ça cool, je trouve qu'il y a un côté communautaire à développer. Est-ce que ça va être ce que j'ai mis comme attente? Peut-être pas, parce que moi puis Freeze, mon ami, c'est peut-être pas les attentes qu'on va donner. Mais genre, ça peut grandir avec le temps aussi. Là. Ouais, c'était mon commentaire la semaine dernière. Si tu te positionnes comme The One Stop News Shop NA, that's huge. Là. Mais si tu te positionnes comme hey, venez nous voir de temps en temps, on va avoir des nouvelles cool, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Puis avec le temps, tu auras plus de monde qui vont vouloir contribuer si c'est réellement un projet communautaire. Puis ça va te décharger un peu. Là. Ouais, exactement. Mais comme tu dis, oui, il y a beaucoup de l'ambition. En tout cas, je parle à bien du monde qui ont vraiment de l'ambition, mais des fois, les projets, ils vont peut-être pas où est-ce qu'ils veulent que ça aille. Je pense que c'est quelque chose de réaliste à dire, puis que c'est vrai aussi, 100%. La dernière nouvelle de la soirée, justement, la nouvelle que Aileron ont couvert dans leur dernier post, c'est bien que Poco rejoint X13 ou X13 comme directeur du contenu. Donc, nous avons parlé de Poco à quelques reprises durant ce podcast, le plus récemment en lien avec le fait qu'il aurait quitté son rôle chez Valors comme Content Manager ou Director, je me souviens plus trop. Aujourd'hui, Poco nous annonce qu'il rejoint les rangs de X13 comme Content Director. X13, c'est majoritairement une structure américaine e-sportive avec des partenaires comme Burger King et Champion. Je ne suis pas à 100% certain des équipes qui ont. Là. Je sais qu'il
qui étaient en Rainbow Six pendant un moment. Je suis pas clair s'ils le sont encore. Je pense qu'ils sont sur CS puis Valo en ce Ouais, il y a un moment. roster de CS en Advance. Je sais qu'ils sont dans la deuxième ronde des lower brackets, tout comme Vexo. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait signé l'ancien roster d'Able Esports à CSGO il y a quelques saisons, mais bon, lesquels joueurs sont plus là. Ils ont aussi une équipe canadienne, comme vous mentionnez, de Valorant. Mais bref, je suis content pour Poco. Je sais qu'il cherchait une organisation après son passage chez Vexo et Valors récemment. Puis justement, tu sais, Aileron ayant pris un peu de nos commentaires la semaine dernière, ont sorti des informations que je trouve cool, intéressantes, de la plus-value sur ce move-là, où est-ce qu'ils sont allés demander des questions à Poco et ou X13, comment vous vous voyez, ça va être quoi ton rôle, comment vous allez vous différencier. Fait que Poco nous apprend que il va être focusé sur le TikTok et le YouTube de X13. Ils vont se différencier en postant plus régulièrement sur ces plateformes-là. Fait que bref, si vous voulez aller lire un peu plus sur le sujet, vous pouvez aller voir le post de Aileron. Mais je sais pas, messieurs, si vous avez des réactions sur le fait que Poco se joint à X13. On sait qu'il cherchait une org. On sait qu'il était beaucoup axé événementiel. Donc, je sais pas s'il va y avoir un peu de challenge à avoir de l'événementiel avec une organisation qui n'est pas locale. Mais je vous laisse réagir si vous avez des réactions. Ben écoute, de mon côté, tu sais, comme il a répondu dans le post d'Aileron, tu sais, pour le côté événementiel, il a clairement dit là, qu'il voulait faire un prochain marathon qui allait être sous son nom, en collaboration avec X13. À voir ce que ça va donner. Ça serait au Québec, d'après ce que j'ai compris. Et Fait puis qu'il va après faire un événement francophone au Québec. Est-ce que c'est francophone ou non, je sais pas, mais la question était clairement, est-ce que tu vas faire des événements après le marathon Vexo ou le marathon Sauvons le Meltdown qui est localisé au Canada, Québec? Puis la réponse était oui. Puis que ça allait être un marathon. À voir ça va être quoi. Après, il y avait aussi une partie où est-ce qu'il disait qu'il allait avoir du contenu qui allait être à Toronto puis dans d'autres parties du monde. À voir qu'est-ce que ça va donner. Genre, si le marathon, au final, il est sous son nom au Québec, je suppose que c'est en français, sûrement en collaboration, comme il dit, là, avec X13. Après, Poco, il y a eu beaucoup de... J'ai eu une expérience avec Poco. Veilleuse a eu une expérience avec Poco. Il y en a beaucoup à dire. Je vais peut-être pas embarquer dans tout ce que je peux dire sur ces aspects-là, parce qu'on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. Et de mon côté, je veux dire, X13, c'est une organisation que je respecte énormément. J'ai hâte de voir c'est quoi les projets qui vont se passer. Là, c'est l'été. J'ai parlé avec les gens de Veilleuse, puis genre, Poco, il y a beaucoup de devoirs. Là. Il y a vraiment pas tant de temps quand c'est la session, quand il y a le cégep, quand il y a l'école. À voir comment il va gérer son temps chez X13. J'espère honnêtement pour l'organisation et pour lui que ça fonctionne bien puis qu'il puisse rester là pendant une bonne partie de son expérience e-sport. À voir ce que ça va donner. Sinon, pour les questions et tout que Aileron avait soutenu, dans la mission de la content creation qui était clairement de créer le World's Premier Esport Organization for Content Creation. À voir, c'est un gros statement de dire que que la vision c'est de créer la meilleure org mondiale en termes de content creation. À voir ce que ça va donner aussi. Est-ce que c'est une trop grosse... En fait, de mon point de vue, c'est peut-être une trop grosse... Je pense pas qu'ils vont à côté face d'ici peu, non. Ouais, c'est ça. Fait que, surtout, rien contre Poco, mais je pense pas que c'est le gars qui va le faire. Écoute, à voir. Peut-être qu'il va nous surprendre. Là. Peut-être que... À voir. S'ils ont des budgets que je connais pas, peut-être. Moi, je respecte depuis toujours les bold statements. J'aime les gens qui mettent leur couilles sur la table. Je respecte. Écoute, à voir ce que ça va donner. Mais c'est un gros statement de dire ça. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Pour lui avoir parlé, je pense que c'est une certaine vision. Quand on était chez Vexo, on parlait de vouloir développer une scène plus aînée au terme de content, faire des vidéos, etc. Dans une autre CS, whatever. Veilleuse avait un petit peu la même vision, si je me trompe pas. X13 sont déjà localisés à cette place-là, puis je pense que c'est quelque chose qui fit avec sa vision, puis de ce qu'il veut faire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner de mon côté. Ouais, j'ai un peu le même sentiment. Ouais, j'allais dire, j'ai un peu le même sentiment que The Pix. Je sais pas trop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr que j'avais
Alors moi, j'ai jamais travaillé avec Poco, mais du coup, une vision extérieure, j'avais un peu un ressenti de quelqu'un qui aime beaucoup faire des événements aussi en locaux. Donc s'il dit que ça va continuer et tout, je pense que c'était aussi ça, sa force. Après, faut voir. S'il dit que ça va continuer et tout, j'ai juste hâte de voir. Après, je sais pas trop à quel point ça va fit avec sa nouvelle org. Mais c'est ça, je pense que le temps fera son travail. Là, on verra suffisamment tôt ce que ça donne. Pas ben. J'ai-tu bien vu qu'on parlait de vidéos YouTube et de TikTok? C'est bien ça? T'as bien vu. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Ben, vous m'enverrez ces vidéos YouTube là, puis TikTok Ça. quand il y en aura. Je suis curieux de voir. Ben, Travail que tu as fait. Ouais. Ça va un peu dans mon commentaire aussi, c'est que je suis pas à 100% certain ou clair de c'est quoi son rôle. J'ai pas l'impression qu'il va faire des montages parce que j'avais pas l'impression que c'était le point fort de Poco. Fait que j'ai plus l'impression qu'il a de l'air de dire qu'il va organiser des entrevues. Fait qu'il va peut-être venir avec des concepts comme qu'il a fait, je crois, chez Veilers avec la petite vidéo de 2 minutes où est-ce que Goddy, Maizen et Ave ont parlé un peu de la direction de l'organisation. Fait que ce rôle-là me semble toujours un peu bizarre, dans le sens que oui, fine, directeur de contenu, je comprends. Dans une grosse organisation qui a les ressources pour faire du contenu, c'est sûr qu'il faut quelqu'un pour gérer tout ça, puis pour venir avec des idées, puis pour avoir une stratégie de contenu pour bâtir vers quelque chose. Je suis surpris parce que j'avais pas l'impression que Poco avait cette expérience-là. Fait que je suis pas sûr c'est quoi qu'il a mis de l'avant, mais bref, il est quand même, I guess, passé par des organisations locales. Fait que j'ai hâte de voir ce que X13 vont faire, un peu comme Yannick dit. Moi, X13, je les aime comme organisation. Comme je vous ai dit, on a eu un peu une semi-relation quand ils ont essayé d'aller chercher 2 de nos équipes même. Une équipe de CS, puis l'autre de Valorant à un moment donné. Puis comme je fais toujours, j'ai volontairement révisé ces contrats-là pour ces joueurs-là, puis je vais pas vous cacher le fait que c'est du classique US eSports, là, puis j'ai fortement recommandé à ces équipes-là de ne pas signer ces contrats-là. Donc, j'espère que Poco, s'il y a un contrat, l'a lu, et s'il y a une vision plus long terme, va peut-être même essayer de changer certains aspects culturels de ces organisations-là, parce que je pense pas que c'est la plus saine façon d'approcher la communauté sportive, mais bon, c'est ma vision, puis on s'entend que c'est loin d'être celle qui est majoritaire, mais j'ai hâte de voir. Écoute, la synergie, je la vois pas tant en tant que étant un gars de Québec qui aime faire des choses en personne, qui est assez francophone, mais bon, il a peut-être aussi fait le tour des organisations québécoises et devait Mais ça, passer c'est à un d'autres autre choses. sujet aussi. Hein. X13 n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé au Québec dans les derniers mois avec Véleuse et Vexo aussi. Fait que, je sais pas. Est-ce que ça peut backlash? Parce que, tu sais, il y a eu des propos spéciaux pendant qu'il était au Québec, Poco. Là. Ça enlève pas que peut-être qu'il est super ambitieux et tout. J'espère que ça va pas backlash. J'espère que tout va bien aller chez X13. Mais écoute, c'est sûr qu'ils sont pas au courant de tout ce qui s'est passé non plus dans la scène locale. Là. Non. Puis, tu sais, c'est correct de recommencer avec un blank slate aussi, justement. Ouais. Ça peut être un cas de let's turn over a new page, là, puis c'est bien correct. Moi, j'ai pas eu tant d'expérience comme buzz direct avec Poco, mais c'est sûr que par les branches, t'en entends parler, puis même sur ce podcast, on a parlé de certaines de ces situations-là, mais c'est cool. C'est une org qui a quoi, 12 000 followers, qui fait quand même des choses en e-sport. Fait que j'espère qu'il va pouvoir contribuer à ça, qu'il va pouvoir lui se bâtir un résumé, qu'il va en apprendre, qui va pouvoir se développer dans la scène. Mais tout comme Yannick, j'ai hâte de voir les YouTube et les TikTok qui vont sortir de ça. Ben, il y a Tienne dans le chat qui dépend s'il y a des ressources pour exécuter sur ça en parlant du Content Manager. Tu sais, pour moi, à ce 16 d'organisations-là, puis comme les organisations au Québec, tu sais, ça reste des startups. Puis le truc, c'est que moi, par mon expérience, c'est difficile d'être un manager dans une startup
de cette grosseur-là, habituellement, tu peux être un manager, mais il faut au moins que tu aies quelques qualités techniques en entrant dans une compagnie pour vraiment donner de la valeur. Puis, tu sais, si c'est pas le cas de Poco, je sais pas à quel point il va pouvoir apporter de la valeur à une organisation s'il n'y a pas ces aspects techniques-là. Je sais pas comment ça s'est passé dans les autres organisations dans lesquelles ils étaient, mais si sa seule qualité c'est de la gestion, ben dans cette grosseur d'organisation-là, je sais pas si c'est le bon fit. Ouais, je suis d'accord avec ce commentaire-là aussi. Puis là, entre-temps, je suis allé voir le YouTube de X13. Ils ont 11,6 000 abonnés avec 2 vidéos. Il y en a une qui ont sorti il y a 1 an, puis une autre qui ont sorti il y a 1 mois. Ça semble shady tout Je sais ça. pas s'ils les ont vus ou quoi. 200 views, puis 180 views, quelque chose comme ça. C'est ça, 130 Ah, et 230. Ils ont 540 followers sur Twitch. Fait que bref, le volet contenu de ce truc-là, 100%, il y a Attends, des ils ont peut-être améliorations, là. On peut peut-être utiliser la tactique de Tien qui est de supprimer toutes les anciennes vidéos. Ça, tu le sais pas, Mille, là? Non, absolument. C'est Écoute, vrai. toutes les Attends, anciennes, là. sauf celles où il y a 1 an de leur roster Rainbow Six qui ont plus. Et, mais bon. Non, mais tout ça pour dire que il y a justement une opportunité pour grow le volet contenu de cette organisation-là. Vont-ils mettre les ressources qu'ils ont besoin pour le faire, surtout si c'est une org qui n'est pas centralisée. Là. On ne se cachera pas le fait que faire du contenu avec du monde qui sont éparpillés partout, ça se peut. Tu peux en faire, c'est sûr, mais les vidéos d'habitude sont un peu moins intéressantes. Là. Mais bon, ça fait le tour des sujets. 9h31. Je sais pas, messieurs, si vous avez des commentaires, réactions, d'autres sujets, des shout-outs à porter avant qu'on ferme le stream. Ou si j'ai manqué des nouvelles que vous avez vu passer. Je pense pas. Je pense qu'on a pensé sur tout. Shout-outs? Ah, moi j'ai un J'ai shout-out. J'allais dire let's go. aussi. Vas-y. Nouveau skin sur Rainbow Six de Mirage. Encourager une organisation québécoise. Ça se passe dans le store de Rainbow Six. Très apprécié. Puis en plus, le skin, de ce que j'ai vu en ce moment, est dans le higher tier des cosmétiques de la nouvelle vague de skins. Donc vous le regretterez pas. Eh bah, il y avait un SO à passer aussi à JK, je crois. Oh my god, c'est vrai, il faut shout-out JK. Hey, JK, Goated t'as Motion pas de Planner, mémoire, allez tous le toi. contacter. Là. JK, c'est vraiment. Tout le monde allez contacter JK si vous avez besoin de motion, il se charge de la job. La Let's légende, go. ok? Voilà. Ouais, incroyable. Oui, il faut bien C'est pas des mentionner. shout-outs, c'est du marketing pour JK. Ah, Non, c'est mais bon. ça, J'aime ça. historique, C'est là. de la Ça, propagande, historique. là. J'aime ça. Parce que c'est le parfait. premier shout-out à JK sur le stream de Able, c'est historique comme moment. Je tiens vraiment à Mais le dire. non, ça se peut pas. Je suis sûr qu'on a parlé de JK avant. Mais Non, si on Non, l'a c'est pas un fait... running gag. Oh C'est my rendu un God, running le running gag. JK, gros shout JK. Bon, le running gag est fini. Vexo, shout-out à Vexo qui joue à CSGO en ce moment dans le lower bracket de ESEA Advance. Je sais pas c'est quoi le score, mais c'est un best of 3, fait que vous allez avoir le temps de l'attraper. C'est 8-4 en faveur de Detonate, mais j'ai espoir que Vexo vont faire la remontée. Et sinon, merci messieurs et merci à tout le monde dans le chat. Toujours le fun de vous avoir et de parler de tout plein de sujets dans notre scène. Comme je le disais chaque semaine, je suis toujours surpris du mouvement qu'il y a et des nouvelles qu'il y a, mais très très content de le voir. Tous les jeudis soirs, 20h, on est là. À date, 25 semaines de suite, donc assez content avec ça, presque une demi-année. Et les épisodes du podcast, vous pouvez les retrouver sur le YouTube d'Able Esports, d'habitude le lendemain, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Allez les écouter, liker, partager. Plus de monde qui parle de notre scène, le mieux que c'est pour tout le monde. Donc, merci et bonne soirée. On se revoit très prochainement. Merci.